Donc, l'autre sujet du jour, c'est la Constitution de la République et la gauche. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la partie sol de cette conférence. Et notre première question. Donc, sur les réseaux sociaux, vous êtes clairement identifié pour votre volonté que la gauche se réapproprie le drapeau français. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est selon vous important de se réapproprier ce drapeau tricolore? Alors, déjà, moi, je conteste l'idée qu'on l'ait perdu, le drapeau tricolore. Je considère qu'il y a une bataille qui est en cours et qui est une bataille historique sur la place du drapeau tricolore. Je sais que, y compris dans mon propre camp à gauche, il y a parfois des réticences à utiliser le drapeau tricolore et j'en parlerai un petit peu en détail, mais je mets derrière l'idée du drapeau une stratégie que j'appelle la stratégie du drapeau, c'est assez facile, qui consiste en deux objets. D'abord, quand je parle en tout cas de stratégie du drapeau, je parle d'abord en réalité de planter le drapeau, c'est-à-dire planter le drapeau pas tricolore, mais planter le drapeau sur des thèmes. Et en particulier, je viens de vous donner un exemple sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est les gros bras, c'est toujours la politique du durcissement, de la baisse des droits, etc. Mais c'est jamais des politiques qui peuvent fonctionner. Alors c'est vrai, ça a l'air moins impressionnant comme ça de parler de prévention, mais en réalité c'est plus efficace de parler de prévention sur un sujet comme celui-ci. Et sur tous les thèmes comme ça, que ce soit la sécurité, l'immigration même, ou l'identité nationale, qui sont des mots qui sonnent très de droite. En réalité, il y a des propositions de gauche sur le sujet et qui sont des propositions qui vont être frontales vis-à-vis de ce qui nous est proposé à droite et à l'extrême droite. Sauf que le problème, c'est que si on n'en parle jamais de ces propositions-là, si jamais on ne dit jamais ce qu'on pense sur le sujet, comme par exemple le fait que qui est responsable de la souffrance qu'est l'exil, qu'est l'immigration, c'est des gens comme M. Bolloré, par exemple, qui lui a exploité des ressources en Guinée, par exemple, dans d'autres pays, mais qui lui cause l'immigration, puis ensuite il fait une chaîne de télé pour s'en plaindre, pour essayer de nous diviser entre nous, en essayant de nous présenter les personnes immigrées comme des gens qui seraient absolument horribles et qui essayent de nous tuer. Chaque fois que vous sortez dans la rue, vous allez vous faire tuer par une personne qui est sous OQTF. Alors tout le monde a appris d'un seul coup ce que c'était que des OQTF. Mais en réalité, vous entendez très peu parler des propositions de la gauche sur ce sujet-là. Et parfois, il y a un peu une tendance chez certains, malheureusement, à reculer, à se dire non, on ne va pas parler de ça parce que ça va faire peur. C'est comme sur la question de la liberté du genre. Il y a des gens qui vont dire ah non, il ne faut pas en parler parce qu'il y a des gens, ça va leur faire peur. Ils vont dire que c'est woke et je ne sais pas quoi. Si, on va assumer, on va parler de la Constitution aussi. Et si, on veut inscrire dans la Constitution le droit de changer librement son genre à l'état civil parce qu'on considère que c'est une liberté fondamentale. Et oui, on va continuer à le défendre. Et si ça vous emmerde, c'est pas grave parce que nous, on va continuer à poser nos idées. C'est ça que je mets derrière l'idée de la stratégie du drapeau. Il y a plein de combats qui sont des combats qui sont à mener dans notre société. Mais je vous disais, je conteste deux éléments, planter le drapeau et puis récupérer des symboles. Je dis récupérer, mais moi je conteste qu'on les ait perdus en réalité, c'est-à-dire qu'ils sont davantage utilisés par nos adversaires que par nous-mêmes, parce qu'il y a une histoire très particulière autour de ces symboles qui inclut notamment la colonisation, qui inclut notamment une forme de racisme qui peut être véhiculée dans la police en particulier, dans des institutions comme la police, et où si on veut mener la bataille de manière efficace, il faut regarder ça de manière honnête. Il ne faut pas biaiser, il ne faut pas dire oui, non, c'est pas, je sais pas quoi. Non, il faut dire de manière honnête que c'est un problème fondamental, que c'est une trahison des valeurs de la République que d'avoir fait la colonisation, que quand il y a des policiers qui insultent des gamins en les traitant avec des propos racistes, c'est une trahison des valeurs de la République, c'est une trahison du drapeau tricolore qui porte sur l'épaule. Et à cette condition-là, alors il est possible de parler de cette histoire, cette longue histoire du drapeau tricolore, mais je trouve qu'il y a un intérêt. Je vais maintenant vous dire quel est cet intérêt dans la stratégie du drapeau, si on l'entend au sens de la récupération des symboles. C'est que vous avez une rupture fondamentale dans l'histoire de France qui se produit en 1789 avec la Révolution. Bon, je crois qu'on va beaucoup en parler dans la suite aussi. Mais 1789, c'est le moment d'une rupture. Avant 1789, il n'y a pas de drapeau tricolore, il n'y a pas de Marseillaise, il n'y a pas de devise liberté, égalité, fraternité, il n'y a même pas de constitution, il n'y a pas de république, il n'y a rien de tout ça. À partir de 1789, il n'y a pas encore tout ça, c'est un processus qui est en cours, mais petit à petit arrivent les symboles, la cocarde tricolore d'abord qui représente le bleu et le rouge du peuple qui encadre le pouvoir monarchique, c'est-à-dire le peuple qui contrôle le pouvoir politique. Et puis, petit à petit, vous avez des nouvelles choses qui arrivent. La Marseillaise, dont je pourrais vous dire des trucs sur la Marseillaise aussi, mais je vais essayer de me calmer pour pas trop vous saouler avec ça dès le départ. Mais tous ces symboles, ils naissent dans une période politique qui défend un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont précisément des valeurs qui sont, à mon sens,
totalement en phase avec les idées de gauche. Et d'ailleurs, si vous allez regarder à l'intérieur des débats qui ont lieu pendant la Révolution, vous retrouvez une partie des débats qu'on a aujourd'hui. Et en particulier sur les questions antiracistes, il y a une question qui est centrale, c'est l'esclavage. Parce qu'à l'époque, la France est une puissance coloniale et esclavagiste. Et il y a des débats pour savoir si, oui ou non, il faut abolir l'esclavage au regard des principes qu'on est en train de proclamer. Et c'est justement l'un des centres de ce débat-là qui peut faire le lien avec les périodes que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les débats, enfin, vous entendez les propos qui sont tenus à la télévision par un certain nombre de personnes, c'est racisme à tour de bras. À l'époque, ils parlaient de préjugés de couleur à propos des personnes qui étaient placées en esclavage. Et il y a des débats, mais littéralement des débats pour savoir, ah oui, bah, quand même, la situation économique, c'est compliqué, etc. On est en train de parler d'un crime contre l'humanité, on est en train de parler justement de quelque chose qui est une trahison des valeurs qu'on est en train de proclamer, et ça choque personne, quoi. Il y en a qui disent, oui, bah, on peut continuer, on fait comme si on n'avait pas vu, etc. Et il y en a certains qui disent, non, on ne va pas faire comme si on n'avait pas vu, et on va abolir l'esclavage. Et c'est ce qui, effectivement, se produit le 4 février 1794, et c'est le hasard de cette période-là, mais le 4 février 1794, l'esclavage est aboli sur l'ensemble du territoire républicain. Il ne s'est pas aboli tout seul, il a été aboli parce que les personnes qui étaient placées en esclavage se sont battues pour obtenir la libération, et qu'ils l'ont obtenue par la lutte. Et gloire aux combattants qui ont obtenu la libération des chaînes qui leur avaient été placées. Et donc 4 février 1794, abolition de l'esclavage, et 14, ça doit être le 14 ou le 15 février 1794, on dit pour la première fois que le drapeau tricolore devient l'emblème de la République. Alors ensuite, c'est un objet de lutte à toutes les périodes. En 1848, c'est encore un objet de lutte. Il y en a qui disent « Ah, mais le drapeau tricolore a été taché par la monarchie, donc on ne peut plus prendre le drapeau tricolore. Il faut qu'on prenne le drapeau rouge. » Moi, je suis plutôt de ceux qui disent qu'il faudrait prendre le drapeau rouge à ce moment-là. Mais ce n'est pas le choix qui est fait. Donc à ce moment-là, on décide « Ben non, le drapeau tricolore ». Et il y a des luttes comme ça, qui sont des luttes régulières. Même la Commune de Paris, c'est une reconstitution des faits, de dire que le drapeau tricolore, c'est le drapeau des Versaillais, et que, je sais pas quoi, tous nos symboles nationaux sont les symboles des autres. C'est pas totalement vrai, c'est en partie vrai, mais il y a des luttes qui se font, y compris avec ce drapeau, avec la Marseillaise. L'internationale, elle est inventée à la fin de la Commune de Paris. Donc le chant principal, un des chants utilisés dans la Commune de Paris, c'est précisément la Marseillaise, parce que Napoléon III l'avait interdite en considérant que c'était un chant factieux et révolutionnaire. Il ne s'était pas trop trompé. C'est effectivement un chant factieux, je ne sais pas, compte tenu du fait que maintenant c'est l'hymne national, mais révolutionnaire, ça c'est sûr. Et puis, il y a des luttes encore en 1940. En 1940, les vichistes prennent le drapeau tricolore, mais ceux qui sont en face, ils prennent aussi le drapeau tricolore. Ils rajoutent une croix de Lorraine dessus pour certains, mais pas tous. Et l'enjeu central est aussi un enjeu sur la définition de ce qu'on essaye de faire de notre pays et de notre patrie. Et moi, je fais un peu long sur cette question-là, parce que c'est la première, c'est celle qui permet peut-être de planter un petit peu la philosophie que je mets derrière ça. Mais cette stratégie du drapeau, elle n'est pas venue de nulle part pour moi. Elle vient d'éléments concrets, ancrés dans mon expérience militante, et pas seulement militante, mon expérience d'être humain, tout simplement, vivant dans ce pays. 2018, il y a 3 éléments qui m'invitent à creuser un peu sur ça. 2018, il y a la Coupe du Monde, et on gagne. Et quand on gagne à une compétition sportive, en général, enfin, en vrai ça marche, surtout avec la Coupe du Monde, mais quand on gagne la Coupe du Monde, le réflexe est généralement de prendre le drapeau, aller aux Champs-Élysées quand on est en région parisienne, et je peux vous dire que personne pose la question de savoir à son voisin s'il est, je ne sais pas de quelle couleur de peau, si c'est un homme ou une femme, s'il est homosexuel, s'il est musulman, juif, athée, chrétien, etc. C'est pas le sujet. On a gagné une Coupe du Monde, on est français, on est rassemblés derrière un symbole national, point barre, et ce qui compte, c'est cette unité qu'on donne à voir dans ce moment-là. Et ça, c'est une unité qui est, pour le coup, populaire. C'est-à-dire c'est un comportement assez spontané. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, creuser le ciboulot, etc. Mais globalement, les gens, ils font ça de manière assez naturelle. Deuxième élément, c'est la marche contre l'islamophobie en 2019. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, cette marche contre l'islamophobie ou pas, parce que vous êtes un peu jeune, je crois, pour beaucoup d'entre vous. Mais en 2019, il y avait eu un acte terroriste qui avait été commis à la sortie d'une mosquée par un ancien candidat du Rassemblement national aux élections, je ne sais plus quoi, départementales. Donc le mec, il arrive et il tire sur des gens à la sortie d'une mosquée. Et là, il se produit un truc qui est assez particulier, mais ça ne provoque pas
l'onde de choc de soutien que ça devrait provoquer dans la population. Pour une raison qui s'appelle le racisme, tout simplement, eh bien, quand nos compatriotes musulmans sont attaqués, y compris à la sortie d'un lieu de culte, la solidarité ne s'organise pas de manière totale et l'ensemble de la population ne participe pas nécessairement à ça. Pire, ceux qui participent à la marche contre l'islamophobie pour venir en soutien des personnes qui sont visées en raison de leur religion, ceux-là, on les accuse d'être des islamo-gauchistes, d'être des je sais pas quoi, des complices du terrorisme islamiste, etc. C'est-à-dire que c'est une inversion totale de ce qui s'était produit. Les gens se font tirer dessus parce qu'ils sont musulmans, et à la fin, si jamais tu soutiens les musulmans, bah, c'est toi qui es un complice des terroristes. C'est quand même, faut se représenter le niveau d'inversion des valeurs que c'était ce moment-là. Mais dans la manifestation à laquelle j'ai participé, et donc à laquelle on m'a reproché d'avoir participé comme soutien de je ne sais pas qui, là, des islamistes et compagnie, dans cette manifestation, il y avait énormément de gens qui avaient amené des drapeaux tricolores. Et là, moi, je l'ai senti comme il y a une demande, une volonté d'utiliser le drapeau tricolore comme un bouclier. Parce qu'effectivement, normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Normalement, il devrait protéger les gens, quelle que soit leur religion. Et ce n'est pas ce qu'il fait, et c'est justement ça le problème. Et c'est pour ça que c'est un enjeu de lutte. Et le troisième élément, c'est une marche à Adama Traoré. Alors, je ne me souviens plus si c'est en 2020 ou 2021. Mais pareil, énormément de drapeaux tricolores. Et là, ça voulait dire encore autre chose. Ça voulait dire que les milieux antiracistes mobilisés sur les questions antiracistes décidaient d'utiliser le symbole du drapeau tricolore comme un symbole utilisable, y compris dans les luttes antiracistes, alors que ce n'était pas nécessairement le cas jusqu'alors. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur ça, peut-être en introduction, et puis peut-être vous dire un truc, parce que... Oula, j'ai pris du jus. Peut-être vous dire un truc, parce que l'autre fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me dis, tiens, je vais relire Le Capital. Et alors là, que n'ai-je découvert dans Le Capital ? Il y a toujours un truc que vous allez découvrir, il faut le relire régulièrement, Le Capital de Karl Marx et de Friedrich Engels, parce que régulièrement on trouve des trucs en disant « Ah, punaise, ils sont forts quand même. Ah, » c'est pas mal. Alors écoutez, dans Le Capital, il est dit la chose suivante. « Bien qu'elle ne soit pas, quant au fond, une lutte nationale, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie en revêt cependant d'abord la forme. Le prolétariat de chaque pays doit bien entendu en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie. » Et puis il y a une deuxième citation. « Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe nationale, se constituer lui-même en nation, il est encore par là national, quoique nullement au sens où l'entend la bourgeoisie. » Voilà un peu l'idée qui est la mienne, et je pense qu'avec on peut trouver un fil dans l'histoire qui permet à chaque étape de tenir le fil de la République, au sens où j'entends moi, c'est-à-dire révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité, version méga bourrin. Mais dans ce sens-là, on peut tenir le fil de l'histoire étape après étape, parce que, y compris au moment où il y avait la colonisation, il y avait des gens qui se réclamaient des valeurs de la République contre la logique de la colonisation. Et je pense que c'est un outil, à mon sens, c'est un outil aussi antiraciste, parce que je crois que la revendication principale des personnes, enfin, si jamais on essaye de la faire tenir dans une petite phrase, mais la revendication principale des personnes qui subissent le racisme, au final, c'est d'être juste traités comme des Français comme les autres et pas autrement que des Français comme les autres, à mon avis. Dans notre pays, c'est d'être traités comme des Espagnols comme les autres. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez central dans ça. Et moi, je retiens la formule d'un jeune homme, pardon, je finis juste sur ça, mais quand il y a eu les révoltes après la mort de Naël, moi j'ai fait des auditions avec les gens, y compris qui avaient participé aux révoltes, ce qui me vaut quelques engueulades à l'Assemblée nationale, mais enfin je préfère écouter les gens plutôt que de leur taper dessus pour ma part. Mais dans les discussions que j'ai eues, il y a un gamin qui m'a marqué, et il avait eu cette formule que j'ai ensuite posée, j'ai posé la question à Darmanin à l'Assemblée nationale, et j'avais conclu ma question à Darmanin par ce thème-là pour parler du racisme dans la police, etc. Et sa formule, c'était « On est tous Français, on doit avoir les mêmes droits ». Et justement, c'est ça qui manque malheureusement pour un certain nombre de personnes qui subissent le racisme, c'est qu'ils ne sont pas traités à égalité avec une personne qui a par exemple ma couleur de peau. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas dans notre pays, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle, et c'est justement contre ça qu'il faut lutter, à mon avis, de manière assez centrale et frontale si on veut battre l'extrême droite. Merci beaucoup du coup pour l'explication de la stratégie du drapeau. On comprend bien tout le côté historique et l'importance du coup dans les luttes actuelles, notamment antiracistes, mais on sait que la stratégie pour l'instant n'a pas été adoptée pour tout le monde. Vous pourriez peut-être nous parler justement des opposants, y compris dans votre camp. Le drapeau reste
très identifiés comme rattachés aux sphères identitaires, etc., parce qu'il y a eu aussi une réappropriation par ces groupes-là. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de choisir un autre symbole, de se réapproprier autre chose à gauche aujourd'hui, dans le même objectif, dans ces buts antiracistes populaires? Si, mais pour moi, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai un triangle rouge sur ma veste, qui est un symbole qui vient de loin, parce que c'est un symbole qui a été utilisé par les ouvriers américains lors du 1er mai de l'histoire. Ils avaient fait ça pour dire 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. C'était ça ce que ça symbolisait, le triangle rouge. Et ensuite, les nazis, quand ils ont déporté les communistes dans les camps de concentration, ils leur ont chacun, enfin, les juifs, ils avaient l'étoile jaune, les anarchistes, ils avaient un triangle noir, les communistes, ils leur mettaient, et les militants politiques proches de la gauche, disons, ils leur mettaient ce triangle rouge pour les marquer de ce triangle, Et du coup, c'est une forme de réappropriation d'un symbole qui a été détourné de son usage par nos pires adversaires, et qui est aujourd'hui transformé en un symbole de lutte contre l'extrême droite. Porter ce triangle, ça veut dire vous pouvez bien nous marquer comme vous voulez, de toute façon on continuera à vous combattre, et je l'ai dit à Le Pen d'ailleurs dans l'Assemblée, j'ai dit jusqu'à la mort s'il le faut, vous nous trouverez toujours en travers de votre route. Et c'est vrai, je le pense littéralement, c'est-à-dire je pense littéralement que à la fin, malheureusement, ça fait partie des choses qui peuvent se produire. Vous avez vu encore hier, il y a eu une agression au couteau d'un militant CGT par des militants d'extrême droite. Donc oui, c'est possible que notre engagement politique veuille dire à un moment donné des choses. Je suis désolé, je ne vais pas vous remonter le moral nécessairement, mais ça veut dire potentiellement ça. Et pour ce qui me concerne, je me suis toujours demandé comment ça se faisait qu'il y avait des gens qui allaient tirer sur des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour ce qui me concerne, je me rends compte que comme on a des menaces de mort sans arrêt, ça fait partie des choses qu'on a intégrées en fait, qu'il ne faut pas cesser de lutter parce qu'il y a des menaces de mort, sinon vous arrêtez, vous dites désolé, ça devient trop compliqué pour moi, et vous arrêtez. Donc, je suis parti un peu loin par rapport à la question des symboles, mais il y a, oui, des symboles qu'il faut se réapproprier. Moi, par exemple, le drapeau rouge, alors c'est jamais un symbole qui a quitté la gauche pour le coup, mais le sens du drapeau rouge, je trouve qu'il est encore à construire de manière un peu plus puissante que ce qu'il est jusqu'à présent. Mais il y a quelque chose de spécifique, à mon sens, qui est contenu dans ce symbole. Enfin, c'est même pas spécialement le drapeau tricolore. C'est juste les symboles nationaux d'une manière générale. La devise, la Marseillaise, le drapeau, qui sont partout, quoi. Ils sont au fronton des mairies. Là, sur l'école, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'il doit y avoir un drapeau tricolore quelque part. C'est partout. Et si vous avez vocation à exercer le pouvoir dans votre pays, moi, je me vois mal commencer l'exercice du pouvoir par dire bon, les gars, le drapeau tricolore, c'est sympa, mais en fait, on va changer, on va mettre, je sais pas quoi, un autre drapeau. Alors bonjour le bordel, ça veut dire qu'on doit commencer par affronter les marchés financiers, et en plus, en même temps, on va changer les symboles nationaux, alors qu'en réalité, ils ne sont pas... Enfin, il me semble que c'est des objets de lutte qui sont utilisés par nos adversaires, mais précisément le laisser à nos adversaires, ça veut dire que on laisse à nos adversaires l'idée qu'eux peuvent exercer le pouvoir avec ces symboles nationaux, et que nous, on renoncerait quelque part, par essence, par nature, à ces symboles-là, alors que l'histoire même de ce symbole, et de ces symboles de manière générale, c'est notre histoire à nous. C'est une histoire qui vient de la gauche, c'est une histoire qui est révolutionnaire. Et le patriotisme, tel qu'il est défini au moment de la Révolution, c'est dégager l'aristocratie. Excusez-moi, mais il y a encore des aristocrates que j'aimerais bien dégager pour ma part. Alors, ce n'est pas les mêmes, c'est les aristocrates de l'argent maintenant. Mais je veux dégager la nouvelle aristocratie de notre pays. Je considère qu'il faut les dégager, leur faire payer ce qu'ils ne payent pas et faire en sorte qu'on partage la richesse. Le drapeau tricolore est un symbole révolutionnaire. Et quand on prône une révolution du prolétariat, il me semble que, y compris en relisant Marx, mais alors là, vraiment, c'était par hasard. Je suis désolé parce que c'est un peu l'argument d'autorité. Genre, Karl Marx a parlé la vérité en personne, tu vois. Mais ça tombait bien parce que ça venait nourrir des réflexions que j'avais. Et je pense que d'une manière générale, il faut n'abandonner aucun symbole et mener la lutte sur tous les symboles, mais même sur les mots. Sur les mots aussi. Le mot communisme, le mot socialisme, ils veulent plus dire la même chose aujourd'hui que ce qu'ils ont voulu dire dans le passé. C'est un peu dommage parce que c'est des mots qui ont une valeur symbolique assez forte. Mais maintenant, si je vous dis le socialisme, ça ne va pas avoir la même notion pour tout le monde, quoi.
Si je vous dis le communisme, il y en a plein qui vont dire « Ah, le goulag, Staline, je sais pas quoi, etc. » Pour moi, le communisme, ça veut pas dire ça. C'est une idéologie politique, le partage de la richesse, le contrôle des moyens de production, etc. Mais en fait, que ce soit les mots ou que ce soit les symboles, ils nous ont en partie été volés par l'extrême droite. Je vais vous donner un truc que j'ai vu l'autre fois. On m'a posé la question dans un truc et j'avoue, j'étais pas prêt. L'autre fois, Jean-Luc, il dit comment ça s'appelle, le grand remplacement, en fait, ça a toujours existé, ça s'appelle le renouvellement générationnel. Et je me dis, oh là là, Jean-Luc, ça va faire parler dans les médias et tout. Pas de bol, ça marche pas. Je me dis, bon, il a dit ça dans le feu de l'action et tout ça, il a dit ça, mais c'est une expression qui lui a échappé. Nenni! Revoici Jean-Luc Mélenchon 2 jours plus tard, ça n'avait pas marché la première fois, bam, il en remet une couche, ouais, le grand remplacement, de toute façon, c'est le renouvellement générationnel, et on n'en a rien à foutre, on vous emmerde, en gros. Voilà. Jean-Luc parle de manière beaucoup plus polie que moi, je suis désolé, moi je suis assez brut de décoffrage. Et il recommence. Donc au bout d'un moment, je me dis, il cherche à faire quelque chose, il cherche à produire quelque chose. Et à la fin, je me dis, en fait, c'est pas con. Parce que tu vois, eux, ils sont en train de dire le grand remplacement comme si ça posait un problème qu'il y ait des gens qui arrivent et qui deviennent français. Bah non, c'est pas un problème. D'ailleurs, attendez, moi j'aime bien faire un test. Qui ici a, comme moi, un arrière-grand-parent, un grand-parent, un parent qui est d'origine étrangère? Allons-y, levez la main. Et ben voilà, la France c'est ça. La France c'est, quand je pose la question, peu importe l'endroit où je pose la question, tout le monde lève la main. Et il se produit un truc assez rigolo, c'est que ceux qui n'ont pas levé la main, d'un seul coup, ils se sentent bizarres. Vous voyez ? Alors l'autre fois à la télévision, je vois comment il s'appelle le mec de Bref là, je retiens pas les noms. Oui voilà, merci. Qui dit moi mon père c'est un réfugié iranien, je crois, réfugié iranien. Et juste à côté de lui, il y a comment elle s'appelle une actrice, ouais, Michel Larocque, qui dit c'est marrant, moi aussi, ma famille c'est des réfugiés politiques. Et là d'un seul coup, tu as 2 personnes où tu te poses jamais la question de savoir c'est quoi leur origine exactement, qui disent en fait moi je suis un enfant des réfugiés politiques. Et je ne serais pas là si jamais ma famille n'était pas venue de l'extérieur. Et aujourd'hui, je participe à faire la fierté de la France. Ah, quand même, ça change un petit peu le rapport de force, non ? De penser les choses de cette manière-là. Et pourquoi je suis parti là-dedans ? Parce que je voulais vous dire quoi ? C'était quoi le point ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je pense que se réapproprier les symboles, c'est utile et qu'il ne faut pas en laisser à l'extrême droite. Très bien. Non. Et c'est parce que c'est un micro rouge, il est communiste, il ne marche plus. donc, je vous propose de revenir sur une blague, un jeu qui vous est cher, je crois, la Révolution française. Donc récemment, il y a quelques semaines maintenant, le député LR Pierre Cordier vous a lancé « Robespierre sort de ce corps » pendant un débat à l'Assemblée où vous prenez la parole. Si vous avez répondu « c'est loin d'être une insulte pour vous », il reste un personnage controversé de la Révolution. C'est vrai. Et donc, en quoi est-ce qu'il est pertinent pour vous de le mettre en avant ? Eh merci de me poser la question, parce que déjà, c'est une fierté de me faire traiter de Robespierre à l'Assemblée nationale, parce que quand même, depuis que je suis élu député, l'occurrence du mot Robespierre a fortement augmenté à l'Assemblée nationale. Petite fierté personnelle, je défends les poteaux à travers les âges. Déjà, il y a quand même un truc qui est assez exceptionnel sur ce personnage, c'est que 230 ans plus tard, ses adversaires l'ont zigouillé, mais on continue à en parler, et il continue à y avoir des gens comme moi, un peu bizarres, qui disent « Vive Maximilien Robespierre, gloire à notre libérateur », et il y a des gens qui parfois regardent les choses d'un peu loin, qui se disent « Quoi ? Comment ? Il défend la terreur et les coupeurs de tête, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas ce qu'on m'a appris à l'école, normalement Robespierre c'est un méchant, non c'est un méchant Robespierre, c'est un méchant Robespierre ». Et je trouve que c'est passionnant, parce que ça permet, de créer du débat. Puis vous aurez remarqué que les Insoumis, en général, nous, on aime bien défendre les causes perdues. Donc, on aime bien, quand il y a un mec qui se fait taper dessus par tout le monde, on se dit, tiens, mais pourquoi tout le monde lui tape dessus, celui-ci ? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un Bolloré de l'époque qui aurait essayé de faire une politique de propagande contre lui ? Eh bien, si, justement, en fait, et je vous invite à lire des ouvrages, si jamais vous avez le temps et vous avez la passion, comme moi, de cette période, d'aller creuser, je vous invite à lire 2 ouvrages qui sont les 2 de Jean-Clément Martin. Le premier, il s'appelle « Robespierre, la fabrication d'un monstre » et le deuxième, il s'appelle « La terreur, vérité et légende ». Et
je vous en livre la conclusion principale, c'est que Robespierre a été, comme le sont aujourd'hui les Insoumis, victime d'une campagne de propagande contre ceux qui essayaient de le démolir. Sauf que, comme à l'époque, ils l'ont tué, lui, plus l'intégralité de ses potes, il n'y avait plus personne pour les défendre et pour dire le contraire. C'est même pire, c'est que tous ceux... Une partie, y compris des gens qui soutenaient Robespierre, après, ils sont devenus très anti-robespierristes parce qu'ils avaient tous peur de, perdre une partie de leur corps qui est très utile pour réfléchir. Et à cette époque-là, en réalité, il y a eu une campagne de diabolisation de Robespierre, comme si aujourd'hui, je me faisais tuer, l'intégralité de mes camarades députés, dirigeants de la France insoumise se faisaient tuer. Ce qui resterait de nous dans l'histoire, c'est qu'on serait tous antisémites, islamo-gauchistes, qu'est-ce qu'ils nous disent encore, complices des terroristes islamistes, ce genre de choses très sympathiques à entendre quand vous vous levez le matin, et que nous ne sommes pas évidemment, et que nous combattons par ailleurs dans nos actions comme dans notre politique. Mais c'est un peu ça qui s'est produit. Et moi, je trouve que Robespierre, il a un intérêt particulier, parce que, si jamais on creuse vraiment, il n'est pas ce qu'on a fait de lui, c'est-à-dire il n'est pas l'horrible monstre de la terreur, etc., etc. Il était même plutôt opposé à l'usage de la peine de mort d'une manière générale et de la terreur en particulier. C'est un personnage qui est mondialement connu, donc c'est assez utile. Et puis il a un immense avantage, c'est qu'il permet d'être un personnage qui vient faire le contrepoids à Napoléon Bonaparte. Et la personne qui vous parle était avant un peu de droite, on ne va pas se mentir. Et moi, comme les gens de droite normaux, Napoléon Bonaparte, j'aimais bien. Je me disais, il est cool, Napoléon Bonaparte. Ça, ouais. En fait, tu creuses, Napoléon Bonaparte, c'est un esclavagiste. Il décide de rétablir l'esclavage et de mener des guerres pour le rétablissement de l'esclavage. Et je trouve que défendre Robespierre qui dit « périssent les colonies plutôt qu'un principe », c'est pas la formule exacte, mais c'est à peu près ce qu'il a dit, « périssent les colonies plutôt qu'un principe », c'est plus intéressant que de défendre un esclavagiste qui a porté, y compris par la guerre, son programme. Et Robespierre, c'est quelqu'un qui est très en avance sur son temps, sur plein de sujets. Je vous ai parlé de la question de l'abolition de l'esclavage, il y a la question de l'accès à l'éducation, il y a la question du partage de la richesse. Robespierre, il a une formule que j'adore, que j'ai souvent utilisée à l'Assemblée nationale. Il dit « Nul ne peut entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». Je suis d'accord. En fait, si les riches, ils ont envie d'être riches, pas de problème. Mais par contre, vraiment riche à ce point-là, et il y a des gens qui meurent dans la rue, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, pour moi, c'est inentendable et c'est inacceptable moralement. Et je vais vous dire un petit truc aussi, parce que moi, je fais une critique à Robespierre. C'est que sur un sujet qui est pourtant est défendu à l'époque, parce qu'à la limite, si le sujet n'était pas défendu, why not? Mais le sujet est porté à l'époque, notamment par quelqu'un comme Condorcet. C'est l'accès des femmes au vote. Et ça, pour le coup, Robespierre, sur le sujet, il est globalement silencieux. Il y a des historiens qui m'ont dit qu'en réalité, la question du vote à l'époque, elle est plutôt pensée comme la cellule familiale qui vote, et donc c'est l'homme qui va voter, et qu'il y a eu des cas où quand l'homme ne pouvait pas aller voter, c'était les femmes qui allaient voter à la place des hommes, et qu'en fait, ce n'était pas vraiment le droit de vote individuel, mais c'était plutôt le droit de vote d'une cellule familiale. Bon, ok, mais alors dans ce cas, pourquoi Condorcet défend le droit de vote des femmes et pourquoi Olympe de Gouges défend le droit de vote des femmes, pas la réponse à la question. Donc ça, c'est une limite que je mets à Robespierre, mais en même temps, je vous dis ça, et en même temps, je vous dis que c'est un personnage qui me semble utile, parce que nous, collectivement, on a fini tardivement par faire l'égalité réelle entre les femmes et les hommes sur cette question du droit de vote, mais sur d'autres thèmes, je le trouve extrêmement en avance sur son temps. Je vous dis deux trucs que je prends de ce super bouquin qui s'appelle « Robespierre pour le bonheur et pour la liberté », et où il dit, c'est la proposition de déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il avait proposée pour la Première République, et il y a des éléments qui sont internationalistes, c'est pour ça que je vous le dis, parce que je les trouve assez cool. Il propose une série d'articles et il dit, ça c'est les articles de la fin, il dit « Les hommes de tous les pays sont frères et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir comme les citoyens d'un même État. Celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes, oui. Et enfin celui-ci qui ne va pas plaire à Netanyahou, ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles. » J'aime bien cette formule. Voilà, donc Robespierre, je trouve que c'est un personnage politique intéressant, avec une pensée politique, et je pense qu'il y a matière à dire beaucoup de lui, et malheureusement, il est souvent perçu comme le mec de la terreur, ce qu'il n'est pas réellement, et que c'est dommage. Et puis moi, j'aime bien défendre les camarades en difficulté qui se font taper par Bolloré, j'aime bien.
les défendre. Alors, on parle de la République française et de la Révolution française, pardon. Et dans le paysage politique français, la culture politique de la Révolution, ou en tout cas son résultat, si je peux le dire comme ça, c'est un totem que tous les partis essaient de s'accaparer. Voilà, les symboles et qui la commémorent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la gauche serait vraiment l'héritière des idéaux et de cette période et de ce combat, finalement, de la Révolution française? Alors, ça, je sais pas, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la droite et l'extrême droite se réclament des idéaux révolutionnaires? Ça dépend. Ça dépend. Et même, est-ce que la gauche se réclame des idéaux révolutionnaires? Ben aussi, ça dépend, je trouve. Et je trouve même que certains ont parfois tendance à aller dans une pente où je m'inquiète un peu, mais enfin bon, mais c'est normal. Hein, le fascisme, là, on est dans une période un peu pré-fasciste potentiellement, et le fascisme, généralement, c'est une pente, c'est-à-dire tout le monde dévale la pente, et ceux qui restent en haut de la pente, ils regardent les autres descendre comme ça, ils disent « Qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas ?» Et les autres dévalent, et ils vous regardent d'en haut en disant « Ah, mais il est bizarre. » Nous, on défend des idées qui sont pas si exceptionnelles que ça. En réalité, c'est aujourd'hui sur les sujets, notamment sur les questions antiracistes, de liberté religieuse, et sur l'égalité d'une manière générale, parce que c'est ça le mot qui est derrière, on défend des positions qui sont pas très éloignées de ce que pouvait faire même l'intégralité du champ politique il y a quelques années. C'est juste, c'est les autres qui sont partis dans le décor, je sais pas comment le dire autrement. Donc, est-ce que la droite et l'extrême droite se revendiquent de la Révolution? Ben, à part justement les symboles, c'est-à-dire à part le drapeau, la Marseillaise qui chante, franchement, je pense qu'ils n'ont pas tous vraiment écouté ce que dit la Marseillaise, hein, parce qu'il y a des trucs dedans, je vous le dis maintenant, allez. Voilà. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. C'est une phrase qu'on chante tous comme ça en disant l'étendard sanglant. Mais c'est quoi l'étendard sanglant en fait? C'est polysémique, ça peut vouloir dire plein de choses en même temps. Ça peut vouloir dire l'étendard sanglant de nos adversaires qui nous attaquent. Ça peut vouloir dire l'étendard sanglant parce que les tyrans ils tuent des gens, donc ils tuent des gens. Mais ça peut être aussi le drapeau rouge de la loi martiale. Ah ouais, alors ça devient un peu plus compliqué. C'est quoi le drapeau rouge de la loi martiale? En fait, pendant la Révolution, au bout d'un moment, ils ont décidé de proclamer une loi martiale en disant, quand il y a des manifestations, on fait 3 sommations, et puis à la 3e sommation, on lève un drapeau rouge, et quand on lève le drapeau rouge, ça veut dire qu'on va tirer dans la foule. Ce qui s'est exactement produit le 17 juillet 1791, et l'épisode est connu comme la fusillade du Champ de Mars. Vous pourrez aller regarder cet épisode de notre histoire, qui est un épisode qui marque fondamentalement ce moment-là de l'histoire. Mais du coup, d'une certaine manière, à l'intérieur de la Marseillaise, vous avez une condamnation des violences policières. Ah ouais, ça met une autre ambiance, et notamment de la répression des manifestations. Ça met un peu une autre ambiance. Enfin, je sais pas, bon, les gens de droite le chantent et tout ça, mais je suis pas sûr que vraiment ils aient toutes les analyses associées à ce moment particulier de notre histoire nationale. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils fétichisent une partie des choses, le drapeau, la devise, des mots qui vont sortir une fois de temps en temps, des symboles, mais que sur les principes, pour le coup, alors là, il n'y a plus personne. L'égalité en droit, il n'y a plus personne. La liberté religieuse, il n'y a plus personne. Si jamais tu portes un voile, c'est fini, tu n'as plus le droit d'exercer librement ta religion. Je signale quand même que maintenant, il y a des gens qui nous disent qu'on ne va plus avoir le droit de porter le voile à l'université. Hein. C'est-à-dire, j'ai dit exprès pour choquer l'autre fois, mais en fait, quelle différence avec les talibans exactement? Parce que les talibans, eux aussi, veulent interdire les femmes d'aller à l'université. Alors eux, c'est toutes les femmes. Nous, on fait le choix, on dit que celles qui ont un voile, et soit tu enlèves ton voile, soit tu vas à l'université. Je suis désolé, les femmes, elles sont libres, elles peuvent faire ce qu'elles ont envie, et si elles ont envie de porter le voile parce que c'est leur choix, c'est leur choix, et on n'a rien à leur dire, et on n'a certainement pas à leur dire de ne pas aller à l'université, parce que justement, l'université, c'est un outil d'émancipation dans toutes les dimensions, et que si les femmes ont envie d'aller à l'université, c'est toi qui es le frein à leur émancipation, puisque tu leur interdis d'aller à l'école. Excusez-moi, mais moi, je ne vois pas bien la différence entre ceux qui interdisent les femmes d'aller à l'école, à l'université en l'occurrence, en raison de leur religion ou en raison du fait que ça soit des femmes, parce qu'à la fin des fins, ça revient au même, ils interdisent à des femmes d'aller à l'université. Donc pourquoi je dis ça? Parce que donc les idéaux de la Révolution, dans les idéaux de la Révolution, il y a notamment, et ça c'est central, il y a notamment la liberté religieuse.
Et pourquoi? Parce qu'on s'est fait la guerre pendant longtemps, à la fois entre protestants et catholiques, mais aussi il y a des discriminations contre les juifs qui sont très fortes à ce moment-là et qui ne vont pas cesser, qui d'ailleurs existent encore aujourd'hui dans notre pays. Et il y a d'ailleurs une augmentation en ce moment des actes et des violences antisémites. Donc la liberté religieuse, c'est un sujet qui est un sujet central, je parle trop longtemps, qui est un sujet central dans la Révolution. Et je suis au regret de constater qu'aujourd'hui, pour nos compatriotes musulmans, par exemple, la liberté religieuse, vous trouvez vraiment que la droite et l'extrême droite défendent la liberté religieuse de nos compatriotes musulmans? Non, ils défendent la liberté religieuse de certaines religions, mais pas de toutes. Ils font un tri à l'intérieur des religions. Moi, je défends la liberté religieuse de tout le monde. Après, le sujet qui est posé, d'ailleurs dans la Révolution, c'est pas dit autrement. Il y a une règle c'est la loi qui fixe la limite à la liberté religieuse. Mais cette limite, elle a une raison, c'est pas de trouble à l'ordre public. Mais excusez-moi, c'est quoi le trouble à l'ordre public qui est posé par des gens qui vont à l'université ou par des accompagnatrices scolaires qui portent le voile? J'ai du mal, je n'arrive pas, je cherche. Moi, j'ai l'impression que ça pose plus de troubles à l'ordre public si jamais on empêche les enfants d'aller faire des sorties scolaires qu'autre chose. Mais voilà, donc sur ça, la droite et l'extrême droite, ils sont pas dedans. La gauche, des fois, c'est même un peu problématique. Je suis désolé, il y en a certains à gauche, qui tiennent des propos sur ces sujets-là qui sont vraiment limites. Sur le partage de la richesse, c'est aussi des idées qui sont à l'intérieur de la Révolution. Je vous disais tout à l'heure Robespierre. Sur les luttes antiracistes, c'est un sujet qui est central dans notre époque et pas seulement sur les discriminations religieuses. Mais c'est pareil, c'est pas des gens qui portent les idéaux révolutionnaires. Et puis par ailleurs, il y a quand même une question centrale. Parce que, tiens, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais la gauche et la droite, ça naît au moment de la Révolution française. C'est nous qu'on a inventé la gauche et la droite. Pourquoi? Le 28 août 1789, il y a une séance sur le droit de veto royal. Et en gros, c'est est-ce qu'on va donner un droit de veto au roi par rapport aux décisions qui sont prises par l'Assemblée? Et le président de l'Assemblée dit, bon, ceux qui sont pour le veto du roi, vous vous mettez à droite, et ceux qui sont contre le veto du roi, vous vous mettez à gauche. Et ben voilà, on est né comme ça. La gauche, c'est ceux qui sont contre le pouvoir d'un seul et pour le pouvoir de tous. Et aujourd'hui encore, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ceux qui défendent le pouvoir de tous contre le pouvoir d'un seul, c'est plutôt nous que ceux qui sont en face de nous. Donc ces formations sont plutôt en train d'essayer de s'approprier les symboles de la Révolution et pas forcément son héritage. Mais au contraire, est-ce que vous pensez qu'il y a des formations politiques qui, elles, sont véritablement contre-révolutionnaires? Il y en a plein. Déjà, je vous en prends une. J'ai eu une histoire récemment avec l'Action française. Vous voyez ce que c'est l'Action française, tous? C'est un espèce de groupe royaliste qui est là en mode vive Louis, je sais pas combien ils en sont maintenant. Mais ils ont toujours un tas, ils ont fait des généalogies et tout ça, le roi de droit divin et tout ça. Et l'autre fois, ils ont fait une manif, et ils font une manif où ils disaient vive le roi, à bas la République, et aussi tout le monde déteste la République, sur l'air bien connu d'une autre chanson. Tout le monde déteste la République, c'était comme ça leur chanson. C'est pas ça les paroles normalement. Pardon. Enfin, je dis trop de bêtises quand même. Donc ça, c'est puni par la loi. Et justement, je me dis, tiens, d'habitude, Retailleau, dès qu'il y a le moindre mec de gauche qui dit justement l'autre chanson, bam, on lui tombe dessus, vous détestez la police, c'est la honte, etc. Et là, il y a des mecs, littéralement, ils chantent, tout le monde déteste la République, mais ça va, c'est tranquille, tu vois. Tous les mecs qui disent tous les jours, les valeurs de la République, c'est très important, la République, c'est très important. Là, il y a des mecs, littéralement, ils vont manifester contre la République, ce qui constitue une menace à la forme républicaine des institutions, ce qui est interdit, puisque ça peut être considéré comme des actes factieux, puisqu'il est interdit d'attenter à la forme républicaine des institutions, toc. Voilà, donc j'ai écrit comme ça, moi, gentiment, au procureur de la République, en disant « Coucou, c'est ce qu'on est censé faire normalement quand on constate un acte délictuel ou criminel et qu'on est un représentant de la souveraineté nationale. Normalement, on est censé faire ça. On écrit article 40, procureur de la République, coucou, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui manifestaient en disant « Ah bah la République » et tout ça, ça me semble pas très normal, c'est puni de temps de, je me souviens plus combien, c'est puni de temps d'années d'emprisonnement et de temps d'euros d'amende, comptez-vous faire quelque chose ?
Bon, bah, a priori, ça n'a pas fait grand-chose. Mais du coup, l'Action française m'a fait tout un... J'ai eu droit à tout un communiqué de l'Action française qui disait que je suis le nouveau Fouquier-Tinville. Alors, j'ai dû aller chercher parce que ce n'est pas mon personnage favori de la Révolution, comme vous le savez, puisque je vous en ai déjà parlé de mon personnage favori. Donc, je vais regarder Fouquier-Tinville. Le mec, c'était un chaud bouillant de la terreur, tu vois. Et je me dis, mais tiens, c'est dingue. Il y a encore des gens qui vont défendre d'être contre la Révolution française et qui vont utiliser les symboles. Et alors en plus, l'Action française, ils sont spéciaux parce qu'ils prennent quand même le drapeau tricolore. Donc c'est spécial parce qu'ils prennent le drapeau qui est le drapeau qu'a fait tomber le roi. Enfin, des fois, moi, je me moque un peu, quoi. Je dis, choisissez entre la fleur de lys et le drapeau tricolore, mais pas les deux à la fois, les gars. C'est vraiment, faites des efforts, quoi, parce que sinon, ça marche pas. Et il y a comme ça, ouais, un certain nombre de formations qui sont contre-révolutionnaires, qui sont contre-républicaines. Le groupuscule nazi là, qui a agressé des militants cégétistes, clairement, ils sont contre-révolutionnaires dans tous les sens possibles du terme. Le Rassemblement national qui prétend supprimer le droit du sol, il prétend supprimer ce qui fonde notre identité nationale. Alors, je veux bien, les mecs, ils passent leur temps à dire qu'ils défendent l'identité nationale, ils ont que ce mot-là à la bouche, mais enfin, ils vont supprimer le truc qui fait notre spécificité de français. Un des trucs qui fait notre spécificité de français, c'est quand même un peu particulier. Et ça fait notre spécificité de français, pour le coup, depuis avant la Révolution. Je veux dire, ça remonte pas d'aujourd'hui. La royauté disait que quand tu foules le pied du sol de France, alors tu es libre. Ah bah les gars, je sais pas, c'est vous qui nous parlez des vieux machins, hein, essayez de les défendre un minimum, quoi. Et sur la manière dont eux ils vont parler de la nation, je considère moi qu'il y a c'est une force qui est contre-républicaine et contre-révolutionnaire. Parce que si on supprime le droit du sol, qu'est-ce qui reste exactement? Il reste le droit du sang. Donc le droit du sang, c'est quoi? C'est vous êtes français en fonction de vos aïeux et de l'origine de vos ancêtres. Et du coup, ça commence où exactement cette histoire-là? Est-ce que c'est un parent français ou les deux? Ou bien, si jamais le parent est français, est-ce que ça marche si jamais lui-même, il a deux parents qui sont étrangers? Enfin, genre, vous comptez à partir de maintenant, tous les Français, c'est bon, on ne touche plus? Ou vous revenez en arrière sur ce qui a été fait dans le passé? Ah bah ouais, c'est ça ce que ça veut dire le Rassemblement national au pouvoir. Et vous savez comment on le sait? On le sait parce que ça a déjà arrivé dans le passé, des gens qui disaient à bas le droit du sol, et c'était Pétain. Et Pétain, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est mettre en cause, alors là, en plus, on est vraiment dans les mêmes mots, il mettait en cause ce qu'il appelait les naturalisés de papier. Pardon, les naturalisés de papier timbré, parce qu'il fallait envoyer un papier timbré pour pouvoir obtenir la naturalisation. Et ils ont commencé par dénaturaliser des gens qui avaient la nationalité française. C'était ça l'urgence du pays, tu vois, il y avait les nazis qui étaient là, mais non, l'urgence, c'était dénaturaliser les Français qui avaient acquis la nationalité en étant venus de l'étranger. Et bien ça, il y a un certain nombre de personnes, y compris qui votent Rassemblement national, il faudrait peut-être qu'ils se posent des questions sur le fait qu'ils vont bien garder la nationalité à la fin. Parce que Pétain, ce qu'il a fait à la fin, c'est qu'il faisait des petits graphiques pour savoir si, en remontant dans les générations, vous avez peut-être vu ça dans vos cours d'histoire, mais en remontant dans les générations, alors on était français que si on avait tout le monde, je crois jusqu'aux grands-parents, qui étaient considérés comme français. Et sinon, il y avait des petits personnages grisés dans la famille, comme ça, et si jamais il y en avait trop, on n'était pas français. C'est ça, le droit du sang par rapport au droit du sol. Le droit du sol, c'est l'inverse. C'est la liberté et c'est une valeur qui dit « né en France, français ». C'est pas très compliqué comme truc. Et ça, pour le coup, ça a été formalisé. C'est pour ça que j'adore vraiment la Révolution, parce qu'en plus, ils ont des formules, c'est marquant. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire pour ceux qui regardent mes vidéos, parce qu'une fois, j'ai dit ça à l'Assemblée nationale jusqu'au point virgule près, je connais par cœur. Donc, ça avait un peu fait parler. Mais en 1793, on définit la nationalité par la citoyenneté, c'est-à-dire ce qui fait de nous des Français, c'est notre accès à la citoyenneté et notre accès au vote. Et c'est dit de la manière suivante: tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, point virgule, tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, qui adopte un enfant, nourrit un vieillard, épouse une Française, acquiert une propriété, etc. Vous avez une liste de choses. Et puis tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. C'est ça notre identité nationale en fait. Et je trouve que le Rassemblement national, par la manière dont il définit l'identité nationale, mais un certain nombre de personnes désormais qui sont en train de les rejoindre, pour moi, ils sont contre-révolutionnaires et contre-républicains dans leurs propositions. Alors, ça a été une
parfaite transition avec la question suivante. Ah oui, oh là. On voulait parler notamment depuis le début de la nouvelle législature donc, qui a commencé en juillet 2024, de la tentative de certains parlementaires et de certains partis politiques, même plus largement, d'exclure la France insoumise de ce qu'on appelle l'arc républicain et qui visait donc à exclure, entre guillemets, voilà, des négociations au Parlement, le Rassemblement national jugé comme anti-républicain, pour toutes les raisons que vous avez expliquées jusque-là. Qu'est-ce que ça serait, selon vous, la définition d'un arc républicain et pourquoi est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'il existe ? Est-ce que c'est important, dans la même veine que de se réapproprier des symboles, de dire si, nous, on appartient à l'arc républicain et de se revendiquer de ça ? Alors, c'est un peu... Je ne sais pas par quel bout prendre le truc. Parce que, d'abord, on peut peut-être commencer par pourquoi ils font ça. Pourquoi est-ce que nos adversaires essayent de nous exclure de la République ? Parce que, à part être élus par défaut, ils ne sont plus capables de faire grand-chose. Et encore, être élus par défaut au deuxième tour dans un système de scrutin majoritaire à 2 tours. Si vous regardez bien, les macronistes, l'essentiel de leur capacité de se faire élire aujourd'hui et de maintenir leur pouvoir, c'est au deuxième tour de dire « bouh, à bas la personne qui est en face de moi ». Parce que quelle est leur force d'entraînement dans la société ? Je ne sais pas trop. Et qu'est-ce qu'ils proposent qui soit entraînant pour les électeurs ? Pareil, je ne sais pas trop. Alors, il y a peut-être des gens qui sont macronistes dans la salle. Mais par ailleurs, si vous en trouvez, il faudra me dire aussi où ils sont, parce que moi, j'en vois plus beaucoup. Mais ils ont une force d'entraînement qui est très limitée et qui va être très concentrée sur certaines catégories de la population qui peuvent avoir un intérêt au maintien du système économique actuel. Donc, nous jeter hors de l'arc républicain, c'est, d'une certaine manière, empêcher que nous constituions une alternative. Et une alternative crédible, capable d'exercer le pouvoir dans le cadre des institutions républicaines. C'est ça leur objectif en nous mettant hors de l'arc républicain. Et par ailleurs, spécifiquement pour nous, la France insoumise, leur objectif, c'est d'essayer de diviser la gauche entre les fréquentables et les infréquentables, avec l'idée que les fréquentables, on peut toujours à un moment donné les ramener dans la majorité, tac, pas vu, pas pris. Toute ressemblance avec une situation actuelle serait absolument pas fortuite. On laisse de l'autre côté les infréquentables. Et puis alors là, il faut y aller, faut vraiment tout leur mettre sur la gueule, quoi. C'est des antisémites, c'est des islamo-gauchistes, c'est je sais pas quoi. Enfin, vous connaissez à peu près la liste des insultes qui nous sont faites régulièrement. Alors, pour moi, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que... je peux dire la phrase « vous êtes jeune » sans que maintenant ça soit trop bizarre. Vous êtes jeune, mais moi, qui suis un vieux militant... En 2012, c'était Mélenchon, si jamais il arrive au pouvoir, c'est un danger public parce qu'il n'aime pas les journalistes. Vraiment, c'était ça. À l'époque, le niveau de violence contre nous était quand même assez léger. C'était Mélenchon n'aime pas les journalistes. Bon, c'était pas faux en même temps et ça n'a pas changé. Et puis d'ailleurs, moi non plus, pas beaucoup. Donc voilà. Pardon, il y en a peut-être qui veulent devenir journaliste, je suis désolé. Non, je charrie, mais je considère que le système médiatique actuel, c'est pas un système qui fait réfléchir et qui crée de la conscience, c'est un système qui détruit la conscience. Donc je suis assez atterré par le niveau des médias aujourd'hui, mais bon, passons. Donc en 2012 c'était ça, et puis après en 2017 c'était, alors là, idée novatrice, c'était Mélenchon, c'est l'ami de Poutine, d'Hugo Chavez, de je sais plus qui, de Fidel Castro et je sais plus qui encore, de Assad. Voilà, c'était ça. Alors voilà, on était les amis de tous ces gens-là, et évidemment vous pensez, si ça donne envie de voter pour nous, d'avoir de telles fréquentations, quoique nous ne les ayons jamais vus, à part Chavez, qui lui pour le coup effectivement est quelqu'un qui avait mis en place un certain nombre de mesures et qui s'est fait bien taper sur la tête par les États-Unis d'Amérique. Mais passons sur cette histoire-là. Donc en fait, assez régulièrement, on a essayé de faire de nous une force repoussoire. Mais pourquoi ? Ils sont pas cons, les mecs. Nous, on propose de partager la richesse. Et la dernière fois que le mec que je soutiens était candidat à une élection présidentielle, il a failli être au deuxième tour à la place de Le Pen. Donc, comme les macronistes, ils se rendent compte qu'ils sont élus que par défaut, ils ont intérêt à vraiment, vraiment, vraiment bien savonner la planche avant le deuxième tour de la personne contre qui ils pensent se retrouver au deuxième tour à un moment donné. Parce que sinon, si jamais tu lui as pas assez savonné la planche, pourquoi tu voterais pas pour Mélenchon au deuxième tour à la place de Macron ? Je veux dire, Macron, on a vu ce que ça donne, et Mélenchon, on n'a jamais essayé. Donc pourquoi pas essayer après tout ? C'est plus difficile d'essayer si jamais tu l'as bien sali, tu l'as bien traîné dans la boue, tu as bien dit qu'il était infréquentable. Là, ça peut fonctionner. Et c'est pour ça qu'ils essayent de faire ça, de
nous exclure de cet arc républicain. C'est de la politique politicienne, au fond. Maintenant, moi, je considère que ceux qui sortent des valeurs de la République, c'est ceux qui ne respectent pas le résultat des élections. La base de la base en République, c'est t'es pas d'accord, il y a une élection qui permet qu'on tranche ensemble ce qu'on va décider pour le pays, et aux dernières élections, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Michel Barnier qui a gagné les élections, ni François Bayrou. C'est plutôt lui qui les a perdues, en fait. Donc, si on commence par pas respecter le résultat des urnes, pour moi, c'est ça qui fait sortir du résultat, qui fait sortir de l'arc républicain, si tant est qu'il existe. Voilà, moi, je suis pour une république jusqu'au bout. Je suis pour le référendum d'initiative citoyenne et que les gens puissent avoir une capacité d'intervention dans les affaires du pays. Bon, je considère qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de sortir de l'arc républicain. Et puis, alors, ceux qui font la course au RN, alors là, on n'en parle même pas, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais peut-être pas revenir en détail sur cette partie-là. Il y a un autre concept qui est très régulièrement instrumentalisé dans le débat public, et vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu avec le voile, c'est la laïcité. Et donc, comment défendre la laïcité comme un outil d'émancipation plutôt que comme un outil d'exclusion? Alors ça me fait plaisir de pouvoir répondre à une question sur la laïcité. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout juste si ça ne serait pas nous qui serions devenus des ennemis de la laïcité. Quand vous entendez sur certains plateaux télé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est je sais pas quoi, on est les complices de l'islamisme et je ne sais quoi, et donc du coup comme on est ça, on peut pas être les amis de la laïcité parce que par la force des choses, les ennemis de la laïcité sont principalement les extrémistes religieux, vu que les extrémistes religieux ils essayent d'imposer leur religion aux autres plutôt que de permettre la liberté religieuse. En fait, si on regarde bien ce que c'est que la laïcité, je ne sais pas s'il existe beaucoup de défenseurs de la laïcité plus solides que nous sur ce sujet-là. C'est quoi la laïcité? C'est deux choses assez simples. Petit 1, la séparation des églises et de l'État. Or, aujourd'hui, les églises et l'État ne sont pas séparés, pas totalement. Il y a un sujet en ce moment sur les écoles confessionnelles notamment. On pourrait en parler assez longuement, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là parce que par ailleurs, c'est un débat c'est un serpent de mer, les écoles privées confessionnelles. Mais c'est un sujet. Et puis par ailleurs, la France n'est pas encore une république où les églises et l'État sont séparés partout. En Alsace-Moselle, il y a le Concordat qui s'applique encore. En Guyane, il y a le statut de Charles X. Je ne sais plus où, il y a encore quelque chose. Le président de la République est chanoine de Latran, s'il vous plaît. Donc, il y a des restes d'une période qui a précédé la loi de 1905. Et ça traîne comme ça, et tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Alors, vous serez ravis d'apprendre qu'en Alsace-Moselle, on finance les cultes. Pas tous, parce que quand même, il ne faut pas déconner. Mais on finance une partie des cultes, ceux qui étaient là dans le Concordat. Voilà. Donc en plus, il y a une inégalité à l'intérieur de la situation en Alsace-Moselle. Moi, je suis pour abolir le Concordat. Voilà. Et puis, par ailleurs, je suis pour qu'on étende le statut social de l'Alsace-Moselle au reste de la France. Comme ça, hop, on prend le meilleur de chaque côté et tout le monde sera content. Parce qu'on nous dit ça souvent, on nous dit « Oui, mais si vous abolissez le Concordat, alors vous allez toucher à notre statut social. » Non, le statut social de l'Alsace-Moselle, moi je le veux pour tout le monde parce qu'il est plus intéressant que celui qu'on a aujourd'hui. Donc on va faire le mieux-disant à chaque fois. Donc petit 1, la séparation des églises et de l'État, c'est pas fait. Et qui le défend dans son programme, c'est nous. Les autres, je sais pas, vous avez déjà entendu Marine Le Pen dire qu'elle était contre le Concordat? Jamais, c'est pas son sujet. Peut-être même qu'elle voudrait, elle, inverser, c'est-à-dire étendre le Concordat au reste et puis enlever le statut social en Alsace-Moselle. Mais sur la question de la séparation des églises et de l'État, à part nous, personne n'en parle. Ensuite, la laïcité, faut bien retenir la phrase de la loi de 1905. L'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ne reconnaît, ça veut dire une forme de cécité. C'est-à-dire, l'État n'est pas capable de reconnaître un culte. Il ne sait pas faire. Je ne suis pas capable de savoir quelle est la religion que a telle ou telle personne. Et donc, par nature, d'une certaine manière, les signes religieux non plus. Je ne suis pas censé savoir que ça, c'est la religion catholique, ça, c'est la religion juive, ça, c'est la religion musulmane, et je ne sais pas quoi. L'État, il est censé avoir une forme d'indifférence vis-à-vis des religions. Mais, jusqu'à une certaine limite, le respect de l'ordre public. C'est tout, point barre. Normalement, c'est ça. Mais oui, mais en même temps, la laïcité, c'est donc une liberté. C'est la garantie de pouvoir exercer sa liberté
C'est la garantie de pouvoir exercer librement sa religion, pardon. Ben, je trouve que quand il y a des gens qui sont menacés en raison de leur religion, et quelle que soit leur religion, que ce soit ceux qui portent une kippa ou un voile, eh bien moi je trouve qu'il y a un problème qui est posé. Et ceux qui défendent la laïcité de manière solide, c'est ceux qui disent que nul ne doit être inquiété en raison de sa religion. Parce que ça, c'est ce qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Justement, ça fait le lien avec la question de la Révolution. Donc effectivement, la laïcité, elle est dévoyée aujourd'hui. Elle est traitée comme un outil de combat, parce que d'une certaine manière, ce que veulent in fine les gens qui pervertissent le mot laïcité, c'est un athéisme d'État. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'il y ait une liberté religieuse, ils veulent que dans l'idéal, il n'y ait pas de religion du tout. Ben ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors oui, dans notre pays, 1 personne sur 2 n'a pas de religion. Et c'est sans doute aussi une spécificité française. Mais il y a du coup 1 personne sur 2 qui a une religion, et à l'intérieur, il y a plusieurs religions qui existent. Mais à part le fait qu'on en parle tous les jours sur les plateaux télé, c'est quand exactement que ça pose un problème? Est-ce que les gens, ils ont tendance à se pointer en disant oui, alors moi, ma religion, c'est ça, et on va faire comme ci, on va faire comme ça? Non. En fait, les gens, ils veulent pouvoir juste exercer librement leur religion à eux. Ils n'ont pas envie de faire chier les autres avec leur religion, mais ils n'ont pas envie qu'on les fasse chier avec leur religion. Bah, d'une certaine manière, la laïcité, c'est ça. C'est justement ce qui permet à chacun de vivre en peuple uni et souverain, quelle que soit la religion de son voisin ou l'absence de religion de son voisin. Voilà, moi je pense que c'est ça, définir correctement la laïcité. Et à mon avis, il y a un certain nombre de personnes qui soit n'ont pas compris, soit ont très bien compris, mais n'en ont rien à foutre, parce qu'ils ont décidé que c'était un outil de supplémentaire dans les véhicules racistes qu'ils mettent en place, quoi. Alors, on va passer à une partie sur des questions qui vont porter plutôt sur la Constitution. Avant de passer ensuite aux questions du public, il nous reste 4 questions. Ça va être plus rapide. Voilà. Depuis 1958, c'est la première fois que la France connaît une telle instabilité politique, institutionnelle. Vous avez parlé notamment de Michel Barnier, François Bayrou. On a eu 2 gouvernements en 6 mois et on ne sait pas vraiment de ce qui va advenir dans les prochains mois. Pourquoi pensez-vous que nous en sommes arrivés là? Bah, en fait, tout est contenu dans le non-respect de l'élection législative. C'est-à-dire l'élection législative. Alors certes, personne n'avait de majorité absolue, mais il y a quand même des gens qui ont gagné l'élection. Et il s'est trouvé que quand on a fait l'examen budgétaire, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai voté pour un budget. Normalement, le budget, c'est le truc qui définit si vous êtes dans l'opposition ou la majorité. La majorité, elle vote pour le budget. L'opposition vote contre le budget. C'est une loi de toutes les instances collectives, que ce soit les régions, les communes, etc. Le budget, c'est le moment où tu décides, où tu te positionnes par rapport à une majorité. Et là, on avait tellement amendé le budget que c'était moi qui étais dans la majorité et c'était le gouvernement qui était dans l'opposition. Vous imaginez la situation lunaire dans laquelle Emmanuel Macron a placé notre pays en ne respectant pas le résultat des urnes. Donc, c'est ça d'abord. Dans la période récente, c'est ça qui fait qu'on est dans une phase d'instabilité. Macron fait la dissolution pourquoi? Pour se débarrasser de la gauche à l'Assemblée nationale. Il ne le fait pas pour autre chose. Si vous analysez les choses du point de vue de Macron, il se dit ils étaient unis aux élections législatives, divisés aux élections européennes. Je parie qu'ils ne vont pas réussir à se mettre ensemble pour les élections législatives. Et l'évidence oblige de dire que c'est assez logique. Parce que ce qui n'est pas logique, c'est d'avoir pas été ensemble aux élections européennes et de se remettre ensuite ensemble aux élections législatives. Mais alors ça, vraiment la responsabilité historique de ceux qui nous ont envoyé chier, nous les insoumis, alors qu'on disait précisément ça. On leur a dit littéralement ça. On a dit, mais on a réussi à se mettre ensemble aux élections législatives, on a réussi à trancher des débats de fond entre nous, notamment sur les questions européennes. Pourquoi est-ce qu'on irait se mettre séparés aux élections européennes? À quoi exactement ça sert? Et on nous a dit... Oui, mais l'élection européenne, c'est une élection à la proportionnelle, et donc on aura plus d'élus si on y va séparément. Eh bien, j'en ai rien à foutre personnellement. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vers où est la force d'entraînement de la société. Il était certain que Jordan Bardella ferait un très gros score. Il était certain que Emmanuel Macron serait dans une forme d'effondrement et que la liste soutenue par Emmanuel Macron serait dans une forme d'effondrement. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a des poussières de gauche? Ou est-ce qu'il y a au contraire une gauche qui est candidate sur un programme commun avec une liste commune en capacité de l'emporter même dans cette élection européenne et d'être devant le Rassemblement national? Ou au minimum, deuxième, comme une force d'alternative dans la société. Et on leur a dit, imaginez, il dissout l'Assemblée.
Vraiment, on leur a vraiment dit ça. Imaginez, il dissout l'Assemblée. Nous, on pensait, alors, on est un peu plus malin qu'Emmanuel Macron, mais nous, on pensait qu'il dissolverait, qui dissolverait, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent, qui dissolverait l'Assemblée, qu'il schmollerait l'Assemblée nationale. On pensait qu'il le ferait de telle manière à ce que l'élection législative tombe en même temps que l'élection européenne. Ça aurait été possible. Alors là, on avait l'air fin, là. On avait l'air fin avec oui, non, mais on n'est pas ensemble aux européennes, mais on est ensemble aux législatives. Bravo les champions. Ça aurait été puissant comme moment politique. Et donc, Macron s'est dit, ils sont divisés, ils vont rester divisés à l'élection législative. Banco, je vais me retrouver avec des deuxièmes tours Macron-Le Pen, et c'est réglé. Soit j'ai une majorité à l'Assemblée nationale, youpi, je peux continuer à faire ma politique de brutalisation du peuple et de cadeaux pour les plus riches. Ou bien, et je pense qu'il avait inclus ça dans son pari, ou bien c'est l'extrême droite qui gagne, et je les laisse exercer le pouvoir 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, je redissous, et tout le monde va avoir la démonstration que le Rassemblement national c'est nul, et aux prochaines élections, potentiellement on peut les battre, blablabla, vous voyez. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait des paris à chaque fois sur il faut donner un peu le pouvoir à l'extrême droite pour qu'on essaye, et en général, quand ça s'est produit dans le passé, ils n'ont pas rendu en fait le pouvoir. Donc ne faites jamais ça, ne donnez jamais le pouvoir à l'extrême droite, parce que c'est rare qu'ils le rendent autrement que par des moyens qu'on n'a pas envie d'avoir à utiliser dans notre pays. Donc l'instabilité politique qu'on vit aujourd'hui, elle vient de ce moment-là. Elle vient du fait qu'il y a eu une élection, le résultat n'a pas été respecté, et depuis, c'est le bordel. Mais ça ne vient pas que de là. Et en réalité, si on veut un peu analyser les choses de manière profonde, ça vient des multiples trahisons de la parole populaire qui ont eu lieu. Et j'ai essayé de fixer une date qui soit une date de début de ça. Et je pense que le moment le plus juste, c'est 2005. Parce que 2005, il y a le référendum sur le traité constitutionnel européen. Le peuple français vote non à 55%. Et Nicolas Sarkozy, qui est élu en 2007, il a dit que finalement, on avait voté oui. Et d'ailleurs, tiens, il va faire entrer le traité constitutionnel européen par une modification constitutionnelle. Et alors là, vous aviez tous les champions du monde de la trahison du peuple qui ont voté à l'Assemblée nationale, au Parlement, parce qu'une modification constitutionnelle, ça passe par le Parlement, c'est-à-dire Sénat plus Assemblée. Ils ont tous voté pour, presque. Tous. Donc, on élit des mecs pour nous représenter, mais ils font l'inverse de ce qu'on a dit par référendum. Champion du monde, les gars. Donc, à partir du moment où, quand vous élisez des gens, ils vous trahissent, déjà, ça donne pas très envie d'aller régler ses comptes dans les urnes. Ça donne envie de s'abstenir, ça donne envie de ne pas participer aux élections. Et puis, du coup, on a des mauvais représentants qui ne représentent pas le peuple. Et c'est ce qui s'est produit dans les années successives. 2007, il y a Sarkozy qui revient sur le traité constitutionnel, 2008 en réalité, sur le traité constitutionnel européen en disant qu'on avait voté oui. Il fait une réforme des retraites dont personne ne voulait. Moi, j'étais de droite à ce moment-là, et c'est Sarkozy qui m'a convaincu d'être de gauche. Parce que j'ai vécu ce que vous avez vécu vous. J'ai vécu une réforme des retraites, tout le monde était contre, j'étais contre. Je ne comprenais pas pourquoi on voulait nous faire une réforme des retraites. Du coup, j'ai commencé à m'engager contre la réforme des retraites et je n'ai pas changé d'engagement depuis. Et merci Sarkozy de m'avoir convaincu d'être de gauche parce que comme ça c'est bien. Du coup, je me retrouve à un endroit où je suis en accord avec mes idées politiques. Mais il y a eu ce moment-là. Ensuite, il y a François Hollande qui est élu en 2012 et il dit... Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Et qu'est-ce qu'il fait? La politique de la finance, à tel point qu'il nomme Emmanuel Macron ministre de l'économie. L'autre fois, je regarde, je me dis, punaise, c'est incroyable. Entre 2015 et 2025, c'est le même tiercé, mais dans le désordre. On avait François Hollande, président de la République, Manuel Valls, Premier ministre, Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Et maintenant, les revoilà, mais dans le désordre et pas tout à fait au même endroit. Emmanuel Macron, président de la République, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, et François Hollande, député, qui essaye de faire en sorte qu'on ne fasse pas tomber le gouvernement. Vraiment les champions, quoi. Vraiment 10 ans d'écart et les mêmes. Et vous avez une série comme ça de trahisons, de moments où n'est pas respectée la parole populaire. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un moment comme ça. L'affaire Benalla, c'est un moment comme ça. Les révoltes urbaines de juin, moi, j'inclus ça à l'intérieur aussi. Et je sais que ça choque tout le monde quand je dis ça, quand je dis que oui, les révoltes des gamins qui se sont battus parce qu'il y avait un autre gamin qui s'était fait tuer par la police, c'est des révoltes qui, à mon sens, entrent dans une histoire nationale de lutte pour l'égalité. Parce que ce n'est pas normal qu'un gamin se fasse tuer, et c'est ça qu'ils disaient dans leur mobilisation. Alors, ils l'ont dit avec des formes qui étaient énergiques, où je ne suis pas d'accord avec la violence d'une manière générale. Mais je veux bien dire qu'on n'est pas d'accord avec la violence, mais en même temps, les mouvements révolutionnaires,
ils ont une part de violence qui existe. Et d'ailleurs, la Révolution française elle-même, qui est le symbole que tout le monde est censé mettre en avant, y a la prise de la Bastille, ça ne s'est pas fait tranquillement. Hein. Et si les gamins se mettent à se mobiliser de cette manière-là, qui est une manière qui peut être considérée comme brutale, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres moyens démocratiques de le faire. C'est quoi les moyens de faire sanctionner le policier qui a tué le gamin, quand l'intégralité du champ politique, moins les insoumis, sont en train de dire « Ah oui, quand même, sans doute il avait quelque chose à se reprocher, ce gamin ». C'est quoi les voies démocratiques qui existent, à part potentiellement faire élire des députés insoumis pour essayer de dégager ceux qui sont là et qui ne parlent pas correctement des gamins du peuple? C'est quoi la possibilité? Et c'est justement ça, en fait. C'est de là que vient l'instabilité politique. L'instabilité politique, elle vient du fait qu'on a des institutions qui ne permettent plus de représenter correctement la voix du peuple. Quand les institutions, et d'ailleurs c'est dans la Constitution de 93, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ça, c'était dans les droits qu'on avait formulés en 1793. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire l'insurrection, je suis en train de vous dire que les constitutionnalistes de l'époque, ils avaient dit que quand on n'a pas de possibilité de s'exprimer, du coup il y a insurrection. Mais notre peuple, il est en état d'insurrection là en ce moment. Alors ça ne se voit pas parce qu'on est tranquille et tout ça. On est tranquille, mais on est quand même très en colère pour beaucoup d'entre nous. Je veux dire, on a voté pour un truc, on a gagné les élections, c'est pas respecté. Ça met un peu en colère. Et l'instabilité politique qu'on vit dans la période aujourd'hui, tout ça vient du fait que, encore une fois, ils essayent d'imposer une politique alors qu'elle a été battue par les institutions républicaines. Elle a été battue. Ils ont perdu. Normalement, ils ne doivent pas gouverner, mais ils gouvernent quand même. Donc l'instabilité vient de là. Et je vais jusqu'au bout de cette idée-là, parce qu'après les autres questions, c'est moins long, je vous rassure. Mais si on va jusqu'au bout de cette idée-là, aujourd'hui, il y a quelques jours, il y avait une motion de censure pour faire tomber le budget de François Bayrou. Donc un budget qui est pire que celui de Michel Barnier. Et cette fois-ci, les gens ne votent pas la censure. Quand même, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, réfléchissons 2 minutes. C'est étrange comme choix politique. Pourquoi est-ce que des gens ne votent pas la censure alors qu'ils l'ont voté la dernière fois par peur de l'instabilité, qu'on n'a pas de budget, etc. C'est faux, hein. On avait un budget parce qu'on a prolongé le budget 2024 par une loi spéciale. Donc on a un budget. Mais ils ont tous joué à se faire peur sur cette histoire-là. Et à la fin, ça fait quoi? Ça fait qu'on a un Premier ministre qui fait un budget qui est pire que celui qu'on a censuré avant, mais il reste quand même. On a un Premier ministre qui vient dire des trucs, genre il y a un sentiment de submersion migratoire, c'est-à-dire il dit des trucs encore plus d'extrême droite que celui d'avant, alors que les gens ont fait barrage à l'extrême droite, et il est encore là. Et on a un Premier ministre qui est empêtré dans une affaire où il refuse de dire la vérité sur ce qu'il n'a pas fait dans le scandale de Betaram. Et enfin, je veux dire, prenez juste un tout petit peu de distance avec ça. Les agressions pédocriminelles, c'est 160 000 enfants par an. 5,4 millions d'adultes ont été victimes de violences sexuelles lorsqu'ils étaient enfants. Statistiquement, dans notre salle, il y a des gens qui ont été victimes de violences pédocriminelles. C'est ça la réalité des violences pédocriminelles dans notre pays. Et donc il y a un mec qui était aux responsabilités au moment où il y a eu ces affaires-là et qui n'a rien fait. Et le mec, il est Premier ministre. Et il n'y a que les insoumis qui sont là en train de dire ce type doit dégager. Et pourquoi il n'y a que les insoumis? Parce que nous, on a une cohérence idéologique. On dit que ce qui doit primer avant tout, c'est les principes, c'est pas la stabilité de je sais pas quoi. C'est pas ça le sujet. C'est pas la démocratie et la République, c'est pas une question de stabilité. D'ailleurs, c'est l'inverse. Elle s'est fondée sur une instabilité et sur une révolution même. On est en train de défendre des principes. Et les principes, on ne transige pas avec les principes. Parce que si on commence à transiger avec les principes, alors tout fout le camp. On transige avec ce principe-là, pourquoi pas un autre? Et à force de transiger avec les principes, on se retrouve avec des gens qui finissent par parler comme Le Pen, en s'en étant même pas rendu compte qu'ils parlaient comme Le Pen, juste parce qu'ils ont envie de ne pas perdre leur siège la fois d'après. Moi, je m'en fous de perdre mon siège la fois d'après si j'ai défendu ce que je pensais être la volonté du peuple au moment où je suis face à des situations politiques. Et si ça me coûte mon siège d'avoir dit qu'un Premier ministre qui a couvert une affaire pédocriminel doit démissionner, et bien que ça me coûte mon siège parce que je trouverais que j'ai été du côté de la justice. Voilà. Et donc, instabilité, parce que ils ont tous défendu François Bayrou, machin chouette, et là, boum, un truc qu'ils n'avaient pas prévu. Parce qu'il y a 2 histoires dans l'histoire. Il y a d'abord, c'est scandaleux qu'il n'ait rien fait au moment où il était informé, petit 1. Mais il y a petit 2, il a du coup menti devant la représentation nationale.
Le type, il a dit « Non, mais j'étais pas au courant, etc. » Je veux dire, il y a les preuves matérielles. Il y a des gens qui, les uns après les autres, témoignent du fait que François Bayrou est allé rencontrer le juge Mirande, qui était en charge de l'affaire d'agression sexuelle sur des enfants du père Carica. Donc, il y a des gens qui disent « François Bayrou était parfaitement au courant ». Et le type, il a dit devant l'Assemblée nationale, non, mais moi je savais pas, j'ai jamais été au courant. Mais enfin, je veux dire, c'est pas une question de gauche ou de droite là. C'est pas l'insoumis qui veut faire tomber le gouvernement. C'est une question de principe et de valeur. Normalement, des gens de droite, ils devraient être d'accord avec moi là. Ça devrait pas il devrait pas y avoir de différence entre nous. On ne couvre pas des affaires pédocriminelles. Et quand la question est posée à l'Assemblée nationale par des députés, on dit la vérité. Voilà, c'est des principes. Et ça. Vraiment, moi, je vous dis, pardon, je partage un peu là, je vous dis, mais moi, ça me rend fou en fait. Je suis député, j'utilise tous les moyens à ma disposition, et même là, je veux dire, on n'arrive pas. C'est comme si le sujet ne pouvait pas émerger. On a mis 10 jours avant que les médias finissent par en parler. C'est dingue. Je trouve ça dingue en fait. Je trouve que c'est complètement dingue, et je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on soit les seuls à avoir dit à quel point c'était scandaleux. Ou plutôt, je le comprends. Par la peur de l'instabilité. Vous voyez, et en fait, cette instabilité politique, elle a des conséquences politiques. C'est que les gens finissent par abandonner des principes aussi fondamentaux que ceux que je viens de défendre. Je sais pas, moi je pense que les gens vont finir par être très en colère. Et c'est ça le danger, c'est que quand on n'a pas de voie démocratique pour exprimer la colère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, au bout d'un moment, ils se font entendre, hein. Parce que c'est écrit, c'est le premier article de la Constitution. La souveraineté nationale appartient, peut-être le 2, pardon. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Démerdez-vous avec ça, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On évoque dans un moment d'instabilité. La Ve République, c'était censé être celle, justement, de la stabilité. Je caricature un peu, mais on a demandé globalement au peuple d'accorder plus de poids au président de la République et de sacrifier un peu de démocratie pour garantir la stabilité et l'efficacité du régime. On a aujourd'hui le pire des deux mondes, l'autoritarisme et l'instabilité. Quelle alternative vous proposez? La 6e République. Non, mais... Bon, vous voyez sur quoi je fais reposer l'instabilité. C'est la trahison de la parole du peuple et de la volonté du peuple. Donc, si on veut de la stabilité, la logique veut qu'on donne davantage de pouvoir au peuple. Pourquoi? Parce que donner davantage de pouvoir au peuple, justement, les gens ils vont souvent vous dire « Ah, attention, si on donne trop de pouvoir au peuple, il va y avoir de l'instabilité. » C'est un peu paradoxal en soi. Ça veut dire qu'on dit « Attention, si vous donnez au peuple le pouvoir de faire respecter sa volonté, ça va être instable. » Ouais, mais enfin bon, si on a changé d'avis, on a changé d'avis. Hein, donc si on croit vraiment dans ce qu'on dit en disant que les représentants ils sont là pour accomplir la souveraineté du peuple, faut aller jusqu'au bout de l'idée, les amis. Le peuple doit avoir le pouvoir en toute matière. Donc si jamais le peuple veut pouvoir dégager un élu en cours de mandat, il doit pouvoir le faire. Si jamais il veut abroger une loi, il doit pouvoir le faire. Donc nous, on a un outil qu'on propose dans cette 6e République, qui est ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne. C'est une idée qui a été beaucoup popularisée par le mouvement des Gilets jaunes. Nous, on propose ça depuis 2012, je crois, hein, depuis le programme du Front de gauche à l'époque de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est une idée qui est devenue très populaire dans le mouvement des Gilets jaunes, justement parce que le mouvement des Gilets jaunes constatait qu'il y avait un problème démocratique qui était posé par le pouvoir politique et que pour le régler, il fallait que le peuple ait davantage de pouvoir. C'est quoi l'idée? C'est que un certain nombre de citoyens puissent déclencher un référendum, soit pour proposer une loi, soit pour abroger une loi, soit pour dégager un élu en cours de mandat dont on n'est pas satisfait, du conseiller municipal jusqu'au président de la République, et encore, s'il y a encore un président de la République, parce que, pour ma part, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne chose que ça d'avoir un président de la République. Il peut y avoir d'autres formules. Il peut y avoir des formules où c'est un pouvoir qui est issu de l'Assemblée nationale, ça donne davantage de pouvoir au législatif par rapport à l'exécutif. C'est un peu spécial, hein, élire un type avec le pouvoir exécutif au suffrage universel direct, il y a un côté plébiscitaire qui fait qu'il y a un conflit de légitimité. Le président de la République, quel qu'il soit, il est toujours élu avec plus de voix que n'importe lequel des députés de l'Assemblée nationale. Moi, ma légitimité, elle repose sur une circonscription en soi. Je suis représentant de l'ensemble de la nation, avec mes petits camarades qui forment l'Assemblée nationale. Enfin, certains ne sont pas des camarades, hein. Mais avec mes collègues, on va dire ça comme ça, on représente tous ensemble la souveraineté nationale,
mais on est une portion de la souveraineté nationale. Le président de la République, comme il est élu au suffrage universel direct, d'une certaine manière, à lui tout seul, il a une légitimité qui est hyper importante. Ce n'était pas le cas au départ, il n'était pas élu au suffrage universel direct. Il était nommé par les assemblées parlementaires. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un outil. Et effectivement, moi je pense que pour redonner de la stabilité à nos institutions, il faut qu'il y ait davantage de pouvoir populaire. Et pour ça, il faut qu'on fasse une nouvelle constitution, qui ne soit pas une constitution décidée par les élus et je ne sais pas quoi, qui soit une constitution. Peut-être que du coup, ça va faire le lien avec la question de la constituante, mais qui soit une assemblée qui soit composée, dont la composition même évite la reproduction d'une logique de caste qui peut exister à l'intérieur de la politique. Parce qu'il y a ça aussi, il faut bien voir, les politiques, en partie, il y en a certains, ils défendent leurs intérêts. Ils ne défendent pas les intérêts du peuple. Il y en a une partie qui défendent, y compris les intérêts de la classe politique en tant que classe. Et c'est ça aussi qui crée de la distance vis-à-vis du peuple. C'est qu'à partir du moment où vous avez l'impression que les élus sont une forme de, je sais pas quoi, de caste, pourquoi diable vous iriez lire des gens qui vous méprisent? À quoi ça sert exactement? Genre, moi, quand je vois... Je suis désolé, je vais lâcher des noms, mais quand je vois Laurent Wauquiez qui fait des repas à 100 000 euros pour 90 invités, ça veut dire plus de 1000 euros par personne, moi, ça me choque. Je me dis, mais en fait, littéralement, je ne saurais pas comment on fait pour dépenser 1000 euros dans un repas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des feuilles d'or ou comment ça se passe, tu vois? Je ne comprends pas. Je vous jure, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui coûte si cher que ça peut valoir 1000 euros de faire un repas? Pareil, il y a eu une histoire qu'il a fait un repas à 2000 euros pour, je sais pas combien, pour 6 journalistes. Et moi, ça me fait halluciner, en fait. Je me dis, mais c'est qui ces gens? C'est quoi? En plus, c'est de l'argent public. Les mecs, ils passent leur temps à dire oui, quand même, les gens qui profitent des aides sociales. Tu vois, le mec qui est au RSA, alors lui, il profite des aides sociales, mais alors l'autre, il va faire des repas à 2000 euros pour 6, mais il profite de rien du tout, quoi. En fait, moi, ça me... Je sais pas, il y a une forme de disjonction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, ou ce qu'ils font. Il y avait une formule de Robespierre que j'adore. Il dit je suis du peuple, je n'ai jamais été que du peuple et je méprise tous ceux qui aspirent à être autre chose que du peuple. Moi, c'est un peu ça aussi ma logique. Je trouve que des élus, ils ne doivent pas être autre chose que du peuple parce que s'ils commencent à penser qu'ils sont autre chose que ça, en général, ça tourne assez mal. Mais donc, question sur la constituante, quand est-ce que et dans quelle modalité est-ce qu'on la convoque? Alors, notre idée, donc, c'est de faire ce qu'on appelle une assemblée constituante pour faire la 6e République. Et l'idée de cette assemblée constituante, en fait, la 5e République, c'est une exception. Parce que nos républiques, généralement, elles sont faites par des assemblées constituantes. D'ailleurs, le serment du jeu de paume que vous avez tous vu là, en tableau, où vous voyez, il y a un mec au milieu de l'affiche qui est comme ça, enfin du tableau, pardon, qui est comme ça, avec tout le monde qui jure serment, etc. Le serment du jeu de paume, c'est... partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale, petit 1, et petit 2, nous jurons de ne nous séparer que lorsque nous aurons donné à la France une constitution. Des assemblées constituantes, il n'y a que ça pendant la Révolution. Ils se font dégager au fur et à mesure, tu vois, donc ça constitue bien, tu vois, pendant la Révolution. Et la Première République, c'est une assemblée constituante, la Deuxième République, c'est une assemblée constituante, la Troisième République, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une assemblée républicaine qui fait des lois constitutionnelles, gna gna gna, mais ça reste quand même comme ça. La Quatrième République, c'est une assemblée constituante, et la Cinquième République, c'est Michel Debré. Michel, je crois, je ne sais plus, un Debré, qui dit voilà comment on va faire, et puis allez hop, référendum et c'est réglé. C'est un peu bizarre en fait, comme manière de faire. Puis surtout, c'est taillé pour un homme qui est le général de Gaulle. Et c'est dans des circonstances qui sont très particulières, parce qu'il y a juste un coup d'État qui est en train d'avoir lieu à Alger, donc il y a une ambiance qui est une ambiance à la fois en Algérie et en France, parce que la 5e République naît sur un coup d'État aussi, hein. Donc, je sais pas, mais ça a l'air de choquer personne. Et puis, par ailleurs, tiens, encore des lois de 1793, décidément. Et en 1793, ils avaient dit, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Tout homme a le droit toute génération a le droit de revoir et de réformer sa constitution. Pardon, mais la constitution de 1958
ceux qui ont voté sur le référendum de 1958, il fallait avoir 21 ans à l'époque, et donc ils sont nés en 1937. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui a voté le référendum pour ou contre la Ve République. Je dis peut-être que notre génération pourrait revoir et réformer sa Constitution et en changer. Par ailleurs, on pourrait aussi, à l'intérieur de la Constitution, introduire un mécanisme qui dit que, je ne sais pas, on peut la revoir tous les 50 ans, par exemple, et la valider par référendum ou la changer par référendum. Mais du coup, l'idée de l'Assemblée constituante, c'est quoi? C'est, à côté de l'Assemblée nationale qui continue dans le cadre de la Ve République, on ajoute une assemblée, qui est une assemblée qui pourrait être élue et où on pourrait avoir une part de tirage au sort. L'idée, c'est quoi? C'est, vous faites une élection avec des gens qui vont porter des idées, genre par exemple moi je vais défendre un certain nombre de mesures comme le référendum d'initiative citoyenne, et vous faites une liste, ceux qui sont pour telle mesure, vous faites en gros une liste, la France Insoumise qui va défendre ça, une liste je sais pas quoi qui va défendre ça, une liste je sais pas quoi qui va défendre ça, et chacun vient avec son modèle constitutionnel. Le deuxième sujet, c'est qu'on introduit une part de tirage au sort avec un bulletin de vote, qui est un bulletin de vote tirage au sort. Vous ne savez pas pour qui vous voulez voter, mais vous voulez qu'il y ait une meilleure représentation sociologique dans cette assemblée. Vous choisissez le bulletin de vote tirage au sort et vous aurez des représentants où il y aura un pourcentage de gens tirés au sort par votre bulletin tirage au sort. Ce qui permet à tout le monde de s'exprimer, même à ceux qui n'ont pas forcément d'avis sur le sujet, mais qui ont envie qu'on ait une meilleure constitution. Et puis, cette assemblée doit travailler. Notre idée, c'est que ça puisse se faire en lien avec le peuple, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des propositions qui sont faites, qui sont étudiées par l'Assemblée constituante. Et à l'issue des travaux de l'Assemblée constituante, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On fait un référendum, et on fait un référendum pour ou contre la Constitution qui est proposée. Il y a une seule règle qu'on ajoute, c'est, enfin pour nous, c'est il ne doit pas y avoir de parlementaires des institutions de la Ve République dedans. C'est-à-dire, moi, par exemple, je défends l'Assemblée constituante, mais je défends que je ne puisse pas y siéger. Voilà. C'est ça l'idée de l'Assemblée constituante. Et donc, pour notre dernière question, vous voulez vous demander si, selon vous, il faudrait inscrire des principes sociaux, comme le droit au logement ou à la santé, dans la Constitution, comme on fait dans d'autres pays d'ailleurs, notamment l'Espagne. Alors oui, moi je suis bien sûr pour faire ça, mais en fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'actuellement, dans notre Constitution, il y a déjà des droits sociaux. Et notamment, il y a un truc qui est génial qui s'appelle le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il faut dire que le rapport de force était un peu musclé puisque les communistes étaient au sortir de la guerre et qu'un certain nombre d'entre eux, étaient munis d'équipements de lutte révolutionnaire létaux, on va dire ça comme ça. Pardon. Donc le Parti communiste était très fort à l'époque et ils ont assez poussé pour qu'il y ait des droits sociaux dans la Constitution de 1946. Et il faut savoir que le préambule de la Constitution de 1946 fait à l'heure actuelle encore partie de notre bloc de constitutionnalité. En fait, les constitutionnalistes, ils disent que notre Constitution, c'est la Constitution elle-même de la Ve République, mais c'est en plus de ça 3 choses. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement qui a été ajoutée par Chirac au bloc de constitutionnalité. Et dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait actuellement partie de nos droits, il est écrit les choses suivantes. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Ça fait partie des droits actuels. C'est un droit constitutionnel, le droit d'asile. Vous avez aussi, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. C'est-à-dire vous avez un droit à l'emploi qui est garanti dans la Constitution. Là, à l'heure actuelle, ça fait partie de vos droits. Vous avez droit à un emploi. Ce n'est pas tout à fait respecté, mais normalement, ça fait partie des droits. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Vous irez me dire si c'est respecté ou pas. Et celui-là, je l'adore. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Vous voyez que le rapport de force des communistes, il était quand même très très fort à l'époque. Et ça, c'est pareil, c'est pas respecté. Vous avez aussi la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Vous avez comme ça une série de droits sociaux qui sont prévus par nos textes constitutionnels actuels et qui ne sont pas respectés. Donc, j'aurais tendance à vous dire, inscrire des droits sociaux dans la Constitution, oui,
Mais vous avez intérêt à inscrire le pouvoir populaire pour les faire respecter, parce que sinon, vous avez des gens qui prennent ça comme si c'était du papier. D'ailleurs, on peut écrire au dos et voilà, et ça fera des feuilles libres pour du brouillon. Il y en a qui en ont rien à foutre des droits. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est si chiant sur les principes, parce que finalement, quand vous regardez les principes actuels, vous avez des outils constitutionnels qui sont des outils de lutte qui sont d'une efficacité considérable. Enfin, je suis désolé, mais si jamais on respectait vraiment que toute entreprise qui est un service public national ou un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité, il y aurait 2-3 trucs qui passeraient sous contrôle d'État. À commencer par les banques, à commencer par les mutuelles, à commencer par la santé dans son ensemble. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui sont des services publics et qui sont pour l'instant pas sous le contrôle de la collectivité. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu communiste comme idée, c'est pas faux. Mais en même temps, ça fait partie de nos droits sociaux, c'est pas respecté. Et moi, je pense que donc il faut donner des moyens très très forts d'expression de la souveraineté populaire, précisément parce que quand on prive le peuple des moyens d'exercice de sa souveraineté, ce qui se passe, c'est qu'un petit groupe de personnes, qui s'appelle l'oligarchie ou à l'époque c'était l'aristocratie, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais il y a toujours des gens qui vont être d'accord pour concentrer le pouvoir et concentrer le fric dans quelques mains parce que ça leur va bien comme ça et ils n'ont pas du tout envie de partager. Par contre, quand vous donnez le pouvoir à beaucoup de gens, en général, ils aiment bien des trucs genre Robin des Bois ou des choses où il y a un minimum de partage de la richesse. C'est-à-dire, l'idée globale moyenne dans la population française, c'est pas nécessairement que... Alors moi, je vais dire que être milliardaire, c'est immoral. Moi, je trouve que c'est immoral d'être milliardaire, que c'est immoral quand il y a des gens qui meurent. Mais il y a plein de gens qui vont être choqués par cette idée-là, qui vont se dire « Ah ben non, mais il faut laisser les gens être milliardaires quand même. Il y en a 147 dans notre pays. Laissez-les vivre, ils sont tellement taxés, les pauvres. » Donc il y a des gens qui vont dire ça. Moi, je vais être ultra radical sur ce plan-là, mais l'idée moyenne générale qui peut mettre tout le monde d'accord, y compris même les gens qui vont défendre les milliardaires, c'est que quand même, quand c'est trop d'accumulation d'un côté et que de l'autre, il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent de froid, qui meurent à la rue, là, le niveau d'écart, il n'est pas admissible. Et ça, c'est une idée qui, globalement, il n'y a personne qui dit « bien fait, la personne qui meurt dans la rue, bien fait ». À part des gens qui sont vraiment je ne sais pas comment dire ça de manière polie, mais des gens qui sont vraiment bizarres, on va dire ça comme ça. Mais la majeure partie des gens n'aiment pas voir leurs semblables mourir. Et il y a une phrase de Jean-Luc que j'aime beaucoup sur ça. Il dit « Nul ne peut vivre heureux dans un océan de malheur ». Et je suis assez d'accord avec ça. Finalement, les riches, s'ils ne veulent pas partager, faut les pousser à le faire, parce que comme ça, ils seront plus heureux, eux aussi, parce que le monde qui sera autour d'eux, il sera un peu meilleur, et ça ne leur fera pas de mal à eux aussi de voir qu'il y a un peu moins de misère dans la société.